Et il nous reste la présentation d'un ouvrage de Michel Germain qui va nous être fait par Bernard Le Chevalier et qui concerne Frédéric Chopin et la mucoviscidose. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, nul ne saurait contester la valeur du talent d'historien de la médecine de Michel Germain, professeur, chirurgien de Paris, qui a fait une carrière de chirurgie microvasculaire à l'Institut Gustave Roussy et qui est membre correspondant de notre académie. Après avoir rendu un hommage à son maître spirituel René le Riche, Michel Germain avait fait un livre très difficile qu'on lui avait demandé sur Alexis Carrel, où il avait séparé le bon grain de l'ivraie. Et plus récemment, il a fait un livre qui a été présenté ici sur les maladies et la mémoire et la mort des musiciens célèbres. Et vous pouvez se demander s'il allait entamer une série de nouveaux travaux sur musique et médecine. Eh bien, le livre qui vient de sortir sur la maladie de Chopin confirme cette orientation. C'est un livre tout à fait remarquable qui est assuré d'une pérennité et qui lui fait le plus grand honneur. Et le titre, c'est Frédéric Chopin, 1810-1849, un musicien de génie atteint d'une maladie rare, la mucoviscidose. Alors il s'est posé dans ce livre deux questions essentielles, à côté d'autres questions, mais je vais séparer et mettre en valeur ces deux questions pour essayer d'y répondre et montrer comment il y a répondu lui-même. Premièrement, de quoi est mort Frédéric Chopin? Et deuxièmement, est-ce que sa maladie a eu une influence sur son génie? Et pour répondre à la première question, il a consulté plus de 250 documents, il est allé à Varsovie, il a épluché, si on peut dire, la correspondance de Chopin, il a fait un travail remarquable. Mais ce travail est payé de succès, car nous sommes en présence d'un document à devenir un classique, animé à la fois par la culture et la rigueur du médecin et par la passion du mélomane. Alors parlons d'abord des parents, s'il s'agit d'une observation clinique, en somme, parlons d'abord des antécédents, c'est-à-dire familiaux, c'est-à-dire des parents de Chopin. Et bien peut-être que certains d'entre vous ne savent pas que le père de Chopin, Nicolas Chopin, était un Français, plus exactement un Lorrain. Il est né en 1771, alors on peut se poser cette question, comme je me la suis posée moi-même, comment ce Lorrain né pas de Nancy est devenu professeur à l'université de français à l'université de Varsovie? Et bien la question et une réponse, c'était un nom propre, c'est Stanislas Leczinski, car vous savez que la Russie avait annexé la Lorraine et que le roi de Lorraine était exilé, le roi de Pologne, excusez-moi, le roi de Pologne était exilé en Lorraine, et Louis XV a épousé sa fille. Louis XV a épousé la fille de Stanislas Leczinski. Et alors, quand il est mort, la Lorraine est devenue la France, mais il y a beaucoup de... La culture polonaise est restée très très vivante dans cette région de Lorraine, et sans doute que le père de Chopin a eu beaucoup d'amis lorrains. Et c'est comme polonais, excusez-moi, polonais, et c'est comme ça que de Lorrain qu'il était, il est devenu polonais, et il a épousé une polonaise. Alors tout ça pour vous dire qu'ils ont eu des enfants, 3 enfants, si il était bien portant, le père de Chopin, puisqu'il a vécu jusqu'à 70 ans. Il a épousé une femme qui a vécu jusqu'à 84 ans, mais ils ont eu des enfants qui ont été tous très malades, qui sont morts jeunes. Frédéric Chopin est mort à 39 ans, et sa sœur est née à 47 ans d'une maladie pulmonaire, et d'autre part, sa fille, leur dernière fille, la plus jeune, est morte à 14 ans. Alors, comment est-elle morte? Eh bien, l'auteur nous dit qu'elle est morte sans doute d'une cirrhose hépatique, et cette cirrhose peut être une conséquence de sa maladie, parce qu'elle est morte d'une hématémèse, ce qui est évidemment tout à fait dramatique. Alors maintenant, concernant le musicien, Michel Germain se demande comment la maladie a pu apparaître chez lui. Avant, dans sa jeunesse, il n'était pas très malade, mais c'était quand même un adolescent souffreteux. Il avait surtout des troubles digestifs. Il avait de fréquentes diarrhées, une intolérance aux aliments gras, et ce qui avait entraîné un amaigrissement considérable, et il était très frêle et il se fatiguait beaucoup. D'un autre côté, déjà dans sa jeunesse, il avait souvent des crises soi-disant des crises de dyspnée,
qui n'était pas très bien élucidé. Et à l'âge de 30 ans, de 20 ans, excusez-moi, il a quitté son pays pour quitter la Pologne pour venir à l'étranger. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'en 1830, il y a eu tout à fait une révolte des Polonais contre les Russes, et cette révolte de Varsovie s'est soldée par un échec épouvantable, et son père lui a conseillé de s'exiler parce qu'il avait fait déjà une carrière musicale considérable en Pologne, et son père lui a dit tu seras ensemble ambassadeur de la Pologne dans un pays étranger. Donc il est allé à Venise, puis ensuite il est allé à Prague, et finalement il est arrivé à Paris. Et il est arrivé à Paris à 20 ans seulement, il s'est fait très vite une grande réputation dans les salons en particulier, mais aussi par ses leçons qui étaient très bien rémunérées, parce qu'il était déjà très célèbre. Il a donné son premier concert de piano, il ne faut pas l'oublier, à 10 ans. C'était un virtuose assez mondain, disons-le aussi. Alors quels sont vraiment les premiers signes de sa maladie patents? Eh bien, il semble que ces signes-là sont apparus entre 20 et 26 ans. Ce sont des troubles digestifs, ces fameuses diarrhées graisseuses, et à tel point qu'il mangeait plus que des glucides, des confitures, et en particulier. Et il a eu aussi des troubles respiratoires, des accès de dyspnée, et surtout quand même un symptôme qui doit être pris en considération, qui a dû effrayer beaucoup le tirage, des hémoptysies. Il a commencé à avoir des hémoptysies, et tout ceci a entraîné un manque de force. Au piano, il ne pouvait pas jouer fortissimo. Il était capable que de jouer comme tout le monde, et pas fortissimo comme le faisait son ami et Franz Liszt, par exemple. D'autre part, il se plaignait de transpiration abondante, et il s'étonnait de n'avoir aucune barbe, aucune trace de barbe. Alors, cette association est déjà évocatrice des troubles digestifs, des diarrhées, des accès de dyspnée, et surtout l'apparition d'hémoptysie chez un homme jeune. Alors, un fait négatif prend une certaine importance parce qu'il a eu des rapports sexuels dans sa jeunesse assez nombreux, il a eu des maîtresses, il a été le concubin de Georges Sand, et il n'a pas engendré de descendance. Il n'a pas été indemne de troubles neurologiques, car il a dû interrompre une fois un récital, car il voyait des petits bonshommes qui sortaient du piano. Et ça n'est pas une épilepsie temporale, comme on pourrait le croire, c'est ce qu'on appelle l'encéphalite, les hallucinoses pédonculaires, qui ont été décrites par Jean Lévite, et dont Jean Cambier a eu plusieurs observations d'hallucinations de petits bonshommes comme ça, qui se voient, de petites taches généralement, et qui sont liées à des lésions ou des troubles fonctionnels du pédoncule. Alors, comment est-ce que notre collègue est arrivé au diagnostic de mucoviscidose? Eh bien, sur deux faits. Des faits qu'on pourrait d'abord considérer comme négatifs et des faits positifs. Des faits négatifs, mais Michel Germain a récusé à juste titre le diagnostic de tuberculose, car voilà un homme qui a commencé à avoir des hémoptysies à 26 ans et qui n'est mort que 13 ans après. Et il n'y avait bien sûr pas de traitement à ce moment-là, et donc la maladie a évolué. Si ça avait été une tuberculose commençant par une hémoptysie, il y a longtemps qu'il serait mort. Deuxième fait important, avec toutes ces fréquentations galantes, et puis le concubinage avec Georges Sand, qui avait déjà des enfants, tout le monde vivait ensemble sur le même toit, il aurait sans doute contaminé tout ce monde-là, et ce qui n'a pas du tout été question. Alors, à côté de ça, il y a des éléments positifs. Positif, c'est que Chopin avait comme médecin quelqu'un de très connu que nous connaissons tous ici, qui est Cruvellier. Cruvellier, c'était le fondateur de l'anatomie pathologique. On peut bien dire que vraiment c'est lui qui a fondé l'anatomie pathologique en France. Cruvellier est le médecin de Chopin, et Chopin lui a demandé de faire son autopsie. Alors donc Cruvellier a fait l'autopsie, et on a perdu le compte-rendu écrit, mais on l'a connu quand même parce qu'il en a fait état à la sœur de Chopin, la sœur aînée de Chopin, qui était vivante encore, et cette autopsie a montré que le poumon ne contenait pas de lésion de phtisie, on ne disait pas de tuberculose mais phtisie, et que par contre son cœur était très malade. Et de quoi est-il mort? Il est mort d'insuffisance cardiaque à Paris, place Vendôme, et il est mort dans des accès de dyspnée avec un édème des membres inférieurs et un état d'insuffisance cardiaque. Alors son cœur,
vous avez peut-être été transféré, c'est assez bizarre, dans un local contenant du cognac, et sa sœur a emmené ce cœur dans une urne qui était scellée dans un pilier de l'église Saint-Thomas de Varsovie. Et Michel Germain est allé faire un véritable pèlerinage à cet endroit qui n'a pas été détruit par la guerre. Et il a pris des photos qui illustrent ce livre, qui sont tout à fait émouvantes. Alors, on vient de dire que si évidemment on avait pu faire un prélèvement à ce cœur, la génétique nous aurait permis de savoir si vraiment c'était une mucoviscidose. Là, je dois saluer la clarté de l'exposé de Michel Germain sur un sujet quand même difficile, qui est de la génétique et de la mucoviscidose. Je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt moi-même. La mucoviscidose, comme me faisait remarquer un de nos collègues ici présent, n'est pas une maladie rare en pédiatrie. Quand j'étais interne chez M. Lelong, il y a des cas de mucoviscidose. Mais on peut dire qu'elle est tout de même rare chez l'adulte, révélatrice par ses symptômes qui apparaissent à 27 ou 28 ans de la maladie. Alors, la mucoviscidose, comme beaucoup d'entre vous le savent bien, est une maladie qui est à transmission récessive et qui est due à la mutation d'un gène qui code pour une protéine CFTR, laquelle protéine assure le transport du chlore depuis l'intérieur de cellules jusqu'à l'extérieur par les transmembranaires en somme. Et ce défaut se trouve surtout présent dans certaines régions, dans les régions digestives, dans les régions du poumon, dans les régions spermatiques, entre autres dans la peau, puisque c'était à l'origine du test à la sueur. Voilà, si le but de cet ouvrage est surtout un but médical, montrant que la maladie de Chopin n'était pas la tuberculose, comme c'est écrit partout, comme on l'a cru souvent, mais que c'est une mucoviscidose. Michel Germain se propose un autre but, c'est de montrer que si on répond à cette question, la maladie de Chopin a-t-elle influencé sur son génie? Eh bien, moi, je vais vous dire que je ne le pense pas. Je ne le pense pas pour une raison d'abord très simple, c'est que Chopin a commencé à composer à 8 ans, il a fait sa première mazurka à 8 ans, il a donné son premier concert à 10 ans, et il avait déjà composé, avant de s'exiler de Pologne, son double cosy, 2 concertos pour piano et orchestre qui sont des merveilles, la marche funèbre que tout le monde connaît, tout ça démontrait qu'il avait composé largement avant que sa maladie se révèle et le gêne. Donc, c'est très difficile. Par contre, il y a un autre facteur qui a influencé le génie de Chopin. Et ce facteur, c'est l'amour de la Pologne. Et l'amour de la Pologne montre que beaucoup de ses œuvres s'appellent polonaises, et des mazurkas, etc. Et qu'il a fait jusqu'à la fin de sa vie ces œuvres-là, puisque ses dernières œuvres sont justement des polonaises et des mazurkas. Alors, on peut répondre aussi à une autre question, c'est pas parce qu'un musicien est malade qu'il passe son temps à gémir dans sa musique et qu'il compose des marches funèbres et des lamento, pas du tout. Vous n'avez qu'à vous référer à Schubert, ou à Beethoven, ou encore Claude Debussy, des grands musiciens qui ont été très malades, et on peut considérer que chez le musicien, la musique, c'est une façon, au contraire, de se remonter le moral, de se relire et de se réconforter. En plus de la réponse à ces 2 questions que je vous ai énumérées tout à l'heure, l'auteur a parsemé les 18 chapitres de son livre de nombreuses informations qui concernent Georges Sand, le séjour à Majorque, et puis le concert devant la reine Victoria qui a été donné 1 mois avant de sa mort. Voilà donc un ouvrage remarquable, assuré de pérennité, qui fait honneur à l'auteur et donc à notre académie. Merci Bernard Le Chevalier de cette analyse si merveilleuse d'un livre qui paraît très intéressant et qu'on a tous maintenant envie de lire. Merci à tous et puis la séance est levée.